Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis très heureuse de vous accueillir dans ce bel amphithéâtre pour cette matinée sur l'art et l'épilepsie. Je tiens d'abord à remercier chaleureusement le service de communication de la faculté de médecine de l'Université de Genève pour son aide précieuse pour les annonces et les affiches pour cette conférence spectacle. Le but de ce projet est de sortir de l'ombre l'épilepsie et de lutter contre les préjugés dont sont victimes les personnes qui souffrent de cette maladie. Je vais commencer en vous apportant quelques notions sur l'épilepsie, puis j'introduirai le spectacle qui constituera la deuxième partie de cette matinée. En premier lieu, combien de personnes sont touchées par cette maladie ? Eh bien, l'épilepsie est une maladie bien plus fréquente qu'on ne le pense, puisqu'elle touche près de 1 personne sur 100 dans le monde, soit environ 50 millions de personnes. En Suisse, par exemple, 60 000 personnes souffrent d'épilepsie, et en France, 500 000 personnes. Il s'agit d'une des maladies neurologiques les plus fréquentes. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique qui montre les âges de début de l'épilepsie, les tranches d'âge les plus touchées sont celles qui vont jusqu'à 20 ans et les tranches d'âge au-delà de 60 ans, auquel cas l'épilepsie est en général liée à une lésion cérébrale comme un accident vasculaire cérébral, encore appelé attaque cérébrale. Quelles sont les causes de l'épilepsie ? Les causes se divisent principalement en 2 catégories. Une origine génétique ou une lésion cérébrale. L'origine génétique signifie que la personne épileptique a reçu des gènes qui prédisposent à l'épilepsie par l'intermédiaire de ses parents au moment de la conception. Ce n'est pas une transmission directe de l'épilepsie de parent à enfant, mais il s'agit de la présence de plusieurs gènes qui sont apportés par les parents et dont la combinaison entraîne une susceptibilité à l'épilepsie, donc une prédisposition à faire des crises épileptiques. Ces épilepsies d'origine génétique débutent souvent dans l'enfance ou à l'adolescence, et la première crise peut survenir au moment d'une circonstance favorisante comme un manque important de sommeil, en particulier une nuit blanche ou une nuit très courte. Les deuxièmes causes d'épilepsie sont des lésions cérébrales, qu'elles soient présentes depuis la naissance, on parle alors de lésions congénitales, ou qu'elles soient apparues au cours de la vie, comme un traumatisme crânien grave, un accident vasculaire cérébral, une tumeur ou une infection. L'épilepsie peut apparaître après un délai par rapport à la lésion, qui peut être de plusieurs mois ou plusieurs années. Pourquoi les crises d'épilepsie n'apparaissent qu'à certains moments ? Chez des personnes qui souffrent d'épilepsie, donc qui ont une prédisposition aux crises épileptiques, les crises apparaissent à certains moments en fonction de facteurs qu'on appelle favorisants. Ces facteurs favorisants pourront déclencher des crises. Alors en voici quelques-uns. Le manque de sommeil, l'oubli d'une ou plusieurs prises du ou des médicaments antiépileptiques, qui peut avoir un effet rebond sur les crises, certains médicaments qui augmentent le risque de crise épileptique, notamment des antibiotiques, les lumières clignotantes. Et pour certains patients, il existe des facteurs favorisants ou déclenchants qui leur sont propres, comme un stress, une émotion, éventuellement positive, un bruit ou même parfois une musique spécifique. Les lumières clignotantes inquiètent les gens car on les retrouve dans plein de situations quotidiennes comme la télévision, les jeux vidéo ou les stroboscopes. Mais il faut savoir qu'en aucun cas, ces stimulations ne vont rendre épileptique une personne qui n'est pas sujette à l'épilepsie. De plus, seul un sous-groupe de personnes épileptiques sont sensibles à ces lumières clignotantes. Ce diagramme montre que pour la survenue d'une crise, il faut habituellement la conjonction d'un terrain, une cause,
qui donne une prédisposition à l'épilepsie et d'un facteur déclenchant. On y voit la part relative du terrain et du facteur déclenchant pour qu'il y ait une crise. Moins il y a de prédisposition à l'épilepsie, plus il faudra un facteur déclenchant important. Et réciproquement, plus la prédisposition à l'épilepsie est importante, et moindre devrait être le facteur déclenchant nécessaire à la survenue d'une crise. Lorsqu'il n'existe aucun terrain épileptique, un facteur déclenchant très puissant pourra déclencher une crise. Par exemple, au moment d'un épisode de manque important de sodium, de sel dans le sang, lié à certaines pathologies ou à certains médicaments, ou une chute trop importante du taux de sucre dans le sang, liée à la prise d'un médicament antidiabétique, ou l'exposition à certaines substances neurotoxiques, ou encore l'arrêt brutal de fortes doses de benzodiazépines pourront déclencher des crises chez n'importe qui. Dans ce cas, le facteur déclenchant explique à lui seul les crises sans qu'il y ait de terrain épileptique sous-jacent. On ne parle pas de maladie épileptique dans ce cas, mais de crise provoquée. À l'inverse, en cas de gros terrain épileptique, les crises pourront survenir spontanément sans que l'on puisse trouver de notion de facteur déclenchant. Il faut comprendre que chez chacun d'entre nous, et à tout âge, une agression du cerveau, quelle qu'elle soit, peut entraîner une crise épileptique. C'est la façon de réagir du cerveau face aux agressions. Pour faire une analogie, une agression du cerveau, quelle qu'elle soit, pourra se manifester par une crise épileptique au même titre qu'une irritation des bronches se manifestera par une quinte de toux, quelle que soit son origine, une allergie, une infection, une maladie congénitale ou une tumeur. Comme la crise d'épilepsie, la toux peut être l'expression de causes multiples et il peut y avoir ou non un terrain prédisposant sous la forme d'une maladie sous-jacente au niveau des poumons. Alors, qu'est-ce qu'une crise d'épilepsie ? Vous avez ici une coupe du cerveau de haut en bas, vue de face. Ici, la partie droite, l'hémisphère droit, et là, l'hémisphère gauche. Les cellules du cerveau, qui sont appelées aussi neurones, sont situées essentiellement dans la partie la plus superficielle du cerveau, appelée le cortex, en gris foncé sur ce schéma. Il existe dans le cerveau des substances chimiques inhibitrices, en particulier le GABA, et des substances chimiques excitatrices, en particulier le glutamate, qui permettent un bon équilibre de l'activité entre tous les neurones. Lorsqu'on effectue une tâche, par exemple effectuer un mouvement, un certain nombre de neurones vont s'activer ensemble, brièvement, dans un territoire bien délimité. Ensuite, un autre groupe de neurones va s'activer aussi de manière brève, et ainsi de suite. Chez une personne épileptique, il y a un déséquilibre entre le système excitateur et le système inhibiteur, avec une balance qui va pencher en faveur du système excitateur, ce qui va rendre les neurones hyperexcitables, avec une tendance à s'activer spontanément, de manière très synchrone, de façon prolongée. Et à certains moments, il pourra y avoir une activation simultanée d'un nombre important de neurones, ce qui amène à une crise d'épilepsie. L'effet de ces substances chimiques inhibitrices et excitatrices se traduit par une activité électrique au sein des neurones, et c'est cette activité électrique qu'on enregistre lors de l'examen appelé électroencéphalogramme, qui est fait avec des électrodes qui sont collées sur le cuir chevelu avec une pâte conductrice. L'électroencéphalogramme pourra montrer des anomalies en cas d'épilepsie, mais il pourra aussi être tout à fait normal entre les crises. Donc une crise correspond à un nombre important de neurones qui, de manière anormale, s'activent, qui déchargent exactement en même temps, donc de manière synchrone, ceci dans une région plus ou moins étendue du cerveau. C'est une sorte d'orage électrique dans le cerveau. Le fonctionnement anormal des neurones survient brutalement
et est transitoire, en raison de mécanismes chimiques locaux qui permettent généralement l'arrêt spontané de la crise en moins de quelques minutes. Donc une crise se manifeste par des signes de début brutal et de fin brutal qui durent entre quelques secondes et quelques minutes. Les symptômes d'une crise vont dépendre de l'endroit où se situe la décharge. Ici, vous avez un cerveau vu de profil, l'hémisphère gauche, une décharge qui est schématisée en jaune dans une région du cerveau qui s'appelle le lobe temporal. Cette décharge pourra occasionner, par exemple, une sensation de déjà-vu. Ce qui ne signifie pas que toutes les sensations de déjà-vu sont d'origine épileptique, puisque nous avons tous, ou beaucoup d'entre nous ont connu une telle sensation au cours de notre vie. Il n'y a pas une épilepsie, mais des épilepsies. En effet, il existe des dizaines de formes d'épilepsie. Lorsque l'hyperactivité des neurones touche d'emblée l'ensemble des deux hémisphères, cela occasionne des crises qu'on appelle généralisées, qui se manifestent soit par des absences, comme observé dans l'épilepsie absence de l'enfant, dans laquelle les enfants ont des ruptures de contact de quelques secondes plusieurs dizaines de fois par jour, soit par des crises qu'on appelle tonico-cloniques généralisées, ou crises grand mal, ou encore convulsions, qui constituent la crise impressionnante à laquelle on pense quand on parle d'épilepsie, avec une perte de connaissance, une raideur du corps, puis des convulsions généralisées, suivies encore d'une confusion pendant une vingtaine de minutes. Lorsque l'hyperactivité des neurones ne touche qu'une région d'un hémisphère cérébral, les crises sont appelées partielles. Dans les crises partielles simples, les symptômes surviennent en pleine conscience. Ils correspondent à ce qu'on appelle l'aura. Souvent, l'aura n'est pas visible par l'entourage, mais seulement ressentie par le patient. Donc l'aura est ce que le patient peut rapporter, peut décrire de ces crises. Les symptômes d'une crise vont dépendre de l'endroit où se situe la décharge. Ils vont varier en fonction de la région cérébrale concernée. Si la décharge se situe dans la région qui contrôle la motricité, les mouvements, il va y avoir des signes moteurs pendant la crise. Si elle se situe dans la région qui contrôle la sensibilité, il va y avoir des signes sensitifs. Dans la région qui contrôle la vision, des signes visuels. Il s'agit d'une sorte d'emballement de la commande d'une fonction normale du cerveau. Pour vous donner quelques exemples, dans cette région, on pourra observer des secousses d'un membre ou d'un hémicorps. Dans celle-ci, en avant du cerveau, des activités automatiques avec un pédalage et des mouvements du tronc. Dans un autre endroit, une pensée précise qui va se répéter pendant quelques secondes à quelques minutes. Ici, dans le cortex de la sensibilité, on pourra observer des fourmillements ou des picotements d'un membre ou d'un hémicorps. En arrière, des symptômes visuels. Dans le lobe temporal, une sensation de déjà-vu ou une sensation de peur qui remonte depuis l'estomac, très forte, sans aucune raison. Ou encore, si la décharge est plus sur le côté, des hallucinations auditives, et ainsi de suite. Donc il existe une variété quasi infinie de symptômes possibles dans les crises d'épilepsie. Lorsque on parle de crise partielle complexe, c'est qu'il y a une altération de la conscience, une certaine rupture de contact. Et dans ce cas, les personnes pourront présenter des automatismes verbaux avec la répétition d'une même phrase ou gestuels avec un petit geste qui se répète de nombreuses fois comme toucher son vêtement ou une déambulation avec une marche sans but. Une crise est un phénomène dynamique. Je vous montre ici qu'une crise partielle peut évoluer différemment en fonction de la propagation de la décharge dans le cerveau. Une crise peut se manifester d'abord par des signes en toute conscience, puis secondairement par une altération de la conscience, éventuellement suivie encore de convulsions, si la décharge affecte finalement l'ensemble du cerveau. Dans d'autres cas, les crises peuvent débuter d'emblée par une altération de la conscience, éventuellement suivie de convulsions. Les conséquences des épilepsies sont variables.
Il faut savoir que la plupart des personnes épileptiques ont une vie normale entre les crises. La gravité dépend de la cause de l'épilepsie, puisque l'épilepsie peut entrer dans le cadre d'une maladie bénigne comme d'une maladie grave en fonction de la cause sous-jacente. La fréquence des crises varie d'une personne à une autre. Certaines personnes n'ont qu'une crise toutes les quelques années, alors que d'autres personnes ont plusieurs crises par jour à l'extrême. Mais il faut savoir que dans l'épilepsie, le handicap va au-delà de la fréquence réelle des crises. En effet, un facteur particulier du handicap lié à l'épilepsie est que les crises surviennent de manière imprévisible. Et c'est cette imprévisibilité qui impose des restrictions pour certaines activités, dont la conduite automobile et certains sports. Donc, le caractère imprévisible des crises est un facteur aussi invalidant que la fréquence des crises. Est-ce que l'épilepsie se guérit ? Certaines épilepsies, en particulier de l'enfant, peuvent guérir avec le temps et disparaître vers l'adolescence. Il s'agit en général d'épilepsies d'origine génétique qui ne sont pas liées à des lésions. D'autres épilepsies persistent, mais les crises sont atténuées par les traitements. Le traitement de l'épilepsie est surtout médicamenteux. Alors, les médicaments ne guérissent pas l'épilepsie, mais ils empêchent la survenue de crises, d'où la nécessité de ne pas arrêter le traitement. Malgré la grande variété de médicaments antiépileptiques qui sont disponibles à ce jour, 20 à 30% des patients ont une épilepsie qui reste résistante à tous les traitements médicamenteux avec persistance des crises. Dans ce cas, on peut envisager chez certains d'entre eux une chirurgie de l'épilepsie. Une évaluation préchirurgicale de l'épilepsie sera alors nécessaire pour déterminer la localisation précise de leur foyer épileptique et s'assurer que la zone à enlever ne corresponde pas à une région fonctionnelle importante du cerveau, en particulier de la motricité, de la sensibilité, de la vision ou du langage. Voilà, j'en ai fini avec la partie scientifique à proprement parler. J'espère que ces quelques explications vous ont permis de mieux comprendre ce qu'est l'épilepsie. Je passe au spectacle. Le projet du spectacle est né de l'idée qu'il serait utile de faire savoir aux personnes qui souffrent d'épilepsie que des personnages connus, célèbres, étaient épileptiques, ce qui permet de dédramatiser la maladie, de se sentir moins à part. En effet, de nombreux personnages célèbres, parfois de génie, étaient épileptiques, que ce soit dans le domaine de la philosophie, de la religion, de la politique, de la littérature ou de la peinture. Je vous en montre un certain nombre ici. Donc, en tout cas, l'épilepsie n'empêche pas le génie. Et le fait que certains des personnages les plus talentueux de notre histoire étaient épileptiques a même amené à s'interroger sur la participation éventuelle de leur épilepsie à leur créativité. Certains scientifiques ont suggéré que l'activité cérébrale anormale liée à l'épilepsie pourrait jouer un rôle dans la créativité. Je vais vous expliquer quelle était leur idée. Les deux hémisphères de notre cerveau ont des fonctions différentes. Dans une vue simplifiée, on considère que l'hémisphère gauche est l'hémisphère de l'analyse, de la logique, du raisonnement, et l'hémisphère droit, celui de l'intuition, de la créativité et des arts. Normalement, les deux hémisphères fonctionnent en harmonie. S'il existe un mauvais fonctionnement d'un côté, par exemple dans le cadre d'une épilepsie due à une lésion, il est possible qu'il y ait une compensation de l'autre côté avec une facilitation des fonctions particulières de l'hémisphère qui n'est pas atteint. Mais ceci reste une hypothèse. Une autre explication pour un lien éventuel entre épilepsie et créativité est que le vécu personnel et social difficile de l'épilepsie ou les expériences vécues au cours des crises dans certaines formes d'épilepsie partielle
pourrait ouvrir l'esprit à des pensées nouvelles et ainsi enrichir la créativité. Par exemple, dans certaines formes d'épilepsie, les patients peuvent entendre une musique qui est parfois très élaborée pendant leur crise. Dans son livre Musicophilia, le neurologue new-yorkais Oliver Sacks a décrit le cas d'un musicien qui avait des crises épileptiques qui se manifestaient par une musique qu'il entendait très nettement et qui était différente de ce qu'il connaissait ou de ce qu'il composait, qui avait un grand charme. Ces auras musicales lui ont inspiré des compositions dans lesquelles il cherchait à reproduire la qualité des mélodies qu'il entendait pendant ses crises. Une petite anecdote à propos de Robert Schumann, qui avait des hallucinations musicales qui n'étaient pas de nature épileptique, mais qui étaient liées à une psychose maniaco-dépressive. Il disait que ces hallucinations musicales consistaient en des morceaux extrêmement beaux, totalement formés, et qu'il a mis au service de sa créativité pour composer. Un certain nombre de personnages célèbres qui étaient épileptiques ont écrit sur ce qu'ils ressentaient pendant les crises et sur leur vécu de la maladie épileptique. Grâce à leur talent d'écriture et à leur envie de décrire leur crise avec justesse, sans pudeur et sans crainte d'être jugés, ils en offrent des descriptions détaillées et pleines de finesse. Pour le spectacle, nous avons décidé de sélectionner des textes de Dostoïevski, Flaubert et Van Gogh dans leur correspondance et dans le roman L'Idiot de Dostoïevski, dans lequel Dostoïevski utilise son propre vécu des crises pour le personnage principal du livre, le prince Mychkine. Dostoïevski, Flaubert et Van Gogh ont tous les trois vécu au XIXe siècle. Je vous rappelle quelques-unes des œuvres majeures de Dostoïevski, L'Idiot, Les démons, Les frères Karamazov, et parmi les œuvres de Flaubert, Madame Bovary et L'éducation sentimentale. Dostoïevski et Flaubert avaient une épilepsie qui était probablement à peu près dans la même région du cerveau, au niveau du lobe temporal, mais qui entraînait des crises totalement différentes. Dostoïevski, lui, vivait ces auras comme des moments de joie intense, des moments d'extase, dans lesquels il ressentait une plénitude, un sentiment de compréhension totale du monde. Pour lui, ces épisodes représentaient un plus par rapport à ce que vit le commun des mortels. Alors que pour Flaubert, ces auras se manifestaient sous la forme d'un tourbillon d'idées et d'images qui se bousculaient dans sa tête, et ces épisodes étaient pour lui très angoissants, comme vous allez l'entendre tout à l'heure. Van Gogh est un des peintres les plus renommés aujourd'hui, alors qu'il n'a eu aucun succès de son vivant. Il souffrait de crises épileptiques sous la forme d'hallucinations visuelles et auditives qui lui étaient insupportables. Dans sa correspondance à son frère, il parlait de son angoisse par rapport au risque de récidive de crise et surtout par rapport à leur imprévisibilité. Il parlait aussi de son investissement dans son travail comme une forme de combat contre la maladie. Voici une phrase qu'il a écrite : « Les maladies existent pour nous rappeler que nous ne sommes pas faits de bois, et il me semble que c'est le bon côté de tout cela. Il suggère peut-être que les maladies peuvent rendre attentifs à nos sensations, à nos émotions, et peut-être alors peuvent-elles par là enrichir la créativité. » Pendant le spectacle que vous allez voir maintenant, Alain Carré lira tour à tour des textes de ces trois personnages, Dostoïevski, Flaubert et Van Gogh. François-René Duchâble interprétera des pièces musicales qu'il a choisies pour leur contenu émotionnel en rapport avec celui des textes. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un bon spectacle.